Bonjour à tous, bienvenue sur Invivox Academy. Cette session est la dernière de la saison, avant la pause estivale et avant de vous retrouver avec grand plaisir à la rentrée sous un nouveau format et avec de nouveaux sujets. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Alice de Maximi. Alice a un parcours dans la santé très riche puisqu'elle est diplômée de biologie moléculaire. Elle a également travaillé en tant que responsable communication au sein de la RS Île-de-France. Elle a également été consultante dans le domaine des biotechnologies. Elle a coordonné différents projets au niveau des urgences sanitaires majeures au sein de l'INPES et a également siégé à la Commission européenne. Aujourd'hui, Alice est fondatrice et CEO de la start-up Ashkind et également fondatrice du collectif Femmes de Santé. Alice va nous parler aujourd'hui du no-code. Elle va nous expliquer ce qu'est no-code, en quoi consistent ces technologies et comment vous pouvez vous en servir aujourd'hui pour faire avancer vos projets en santé. Alice, nous sommes ravis de te recevoir et je te cède le micro. Écoute, merci beaucoup. Je vais juste faire un petit encart qui explique pourquoi je suis là et que je vais vous parler du no-code. On a créé une application qu'on a codée qui s'appelait Ashkind App et qui s'appelle toujours, qui permet le partage des initiatives de santé entre tous les acteurs de santé de manière ouverte et gratuite. Et puis, en créant Ashkind, je me suis rendu compte que les initiatives des femmes étaient très peu mises en avant pour plein de raisons. Et j'ai proposé de mettre en lumière 13 femmes. Et cette mise en lumière de 13 femmes, c'est devenu un collectif de femmes dans la santé. Et donc, on a recréé un autre réseau social. Et en fait, Ashkind est devenu plutôt un créateur de réseaux sociaux en santé. Et aussi, on fait du conseil en e-santé et en égalité des genres dans la santé. Puisque vous savez tous, ou peut-être que vous ne le savez pas, c'est que notamment pour les hôpitaux publics, on met en place en ce moment des plans d'égalité hommes-femmes 21-24, hein, donc des plans sur 3 ans. Et donc, on peut aider les hôpitaux à mettre en place ça avec une méthode agile et en utilisant le collectif de femmes. On est 732, on prend 10% de femmes par mois. Si vous voulez plus d'infos, www.femmedesanté, femme avec un S, santé sans accent.fr. On n'en parle plus, on va au no-code. Alors, je ne vois pas, moi, le sondage pour l'instant qui apparaît ou pas. Le no-code, je pense, voilà, connaissez-vous le no-code, oui ou non? Je serais intéressée de savoir ce que vous en pensez. Le principe, c'est de se poser la question, le no-code, c'est quoi? Ça sert à quoi? Et comment on peut l'utiliser dans la santé? Et surtout, où est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser? Alors, on va en parler un peu de façon vulgarisée. D'abord parce que je ne suis pas codeuse. 54-46, merci pour les résultats. Je ne suis pas codeuse, moi, donc je ne vais pas prétendre vous faire un cours de code ou de no-code. Je vais juste vous expliquer comment nous, on a choisi à un moment de faire la plateforme Femmes de Santé en no-code. Alors, j'avance un peu, je reprends. Et voilà, donc là, ça, c'est du code. On ne voit pas du tout la… Je ne sais pas si je peux enlever ça. Voilà. Tac. Ça, c'est du code. Ça, c'est du no-code. Le no-code, c'est un système qui a été mis en place pour permettre à des gens qui n'y connaissent rien en code, mais qui ne savent pas écrire une ligne de code et qui ne savent même pas comment ça fonctionne, de leur donner la possibilité de créer des sites Internet de la manière dont ils le souhaitent, comme ils le souhaitent. Ce que vous voyez là, c'est le site Internet Femmes de Santé. C'est du no-code, exactement du no-code. C'est une plateforme et vous voyez mon interface à moi qui détermine ce que je veux faire de mon site Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux changer le premier collectif de femmes dans la santé, j'enlève premier, je mets un 1 avec un ER en 2 secondes et j'appuie en bas à gauche sur publier et c'est sur mon site Internet et tout le monde le voit. Ça, c'est ce que permet le no-code. Ça nous évite de rentrer dans des systèmes qu'on ne connaît pas et ça nous permet d'agir très, très simplement. Ce logiciel-là, que je vous cite ou que je ne vous cite pas, peu importe, pour le prendre en main, il m'a fallu 2 heures. Donc, ça, c'est un exemple et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc, le décode, c'est une technologie. Alors, en vrai, ce n'est pas une technologie, c'est du web, en fait. Ce sont des codeurs qui vont aller créer des logiciels qui vont permettre de créer énormément de choses sur le web sans savoir coder. Donc, en fait, il faut imaginer que c'est une usine de voitures qui vont vous filer toutes les pièces détachées. Ils vont même vous préconstruire une voiture. Et vous, ce que vous allez faire, c'est choisir les options
tout seul, tranquillement. Ça, c'est exactement le no-code. Donc, tout est fait. Il y a juste à choisir la façon dont on veut le rendre visible et choisir les options. Donc, on peut créer avec le no-code des applications mobiles, des vraies, qui sont dans les stores, des workflows. Donc, les workflows, c'est quoi? C'est un système qui permet d'interconnecter l'ensemble de nos logiciels qu'on utilise tous les jours. Donc, interconnecter un système de questionnaire avec une boîte mail, avec un système de comptabilité. Et on peut aussi créer, évidemment, des sites web ou des applications ce qu'on appelle des web apps, qui sont un peu des applications mobiles, mais qu'on ne trouve pas dans les stores, mais qui interagissent avec votre téléphone et qui sont comme des applications mobiles, mais qui sont en fait sur Internet. Alors, ça, c'est le marché. Le marché du no-code, en 2017, on l'évaluait à 4 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas un immense, immense marché, mais c'est quand même 4 milliards. On est en 2022, on est à 27 milliards. Je ne sais pas si vous voyez la masse de progression que ça représente. Et on dit beaucoup que l'avenir appartient aux codeurs, sans doute, bien évidemment, mais pas que, en fait, parce que ce genre de système-là, rendre accessible la possibilité de faire quasiment tout ce qu'on veut en web, sans savoir coder et même sans connaître les algorithmes nécessaires pour les faire. Alors, c'est bien, mais ça a un coût. La plupart du temps, les plateformes qui sont pré-remplies, donc si on achète une coccinelle, par exemple, sans ces options, on va payer plusieurs choses. On va payer l'hébergement, on va payer la possibilité d'utiliser le site et on va payer donc en fait tout simplement une redevance qu'on va donner pour pouvoir utiliser le logiciel. Ça a des limites, mais ça a un coût aussi. Alors, ça peut être 20 € par mois, c'est quand même vraiment pas cher. Moi, c'est par exemple ce que je paye pour mes sites corporate qui ont pour nous aucun intérêt, entre guillemets, technique. Mais on peut aussi payer 800 € par mois si on veut quelque chose de vraiment professionnel. Et on peut même aller, pour certains sites, jusqu'à 10 000 € par mois pour créer vraiment des plateformes no-code beaucoup plus performantes. Donc, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la simplicité du logiciel et du travail de codeur qu'il y a eu derrière. Ça dépend aussi de la bande passante de l'hébergement. En gros, on sait, nous, par exemple, que sur notre logiciel de site corporate, si on a beaucoup de données qu'on doit poser, beaucoup d'images, etc., on sait qu'on va être limité et qu'il faudra prendre un autre logiciel pour créer un nouveau site corporate. Alors, est-ce que vous savez tous ce que sont des fonctionnalités ou pas dans le système du web? On parle beaucoup de fonctionnalités et c'était un terme que moi, avant de rentrer dans la e-santé, je ne connaissais pas vraiment. Alors, il y a d'abord les étapes pour développer un site web et une application. Ça, on en parlera si vous ne savez pas. Je sors le questionnaire. Une fonctionnalité, ça permet à un site de faire des choses. Je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que mon site corporate a un chatbot intégré? Le chatbot est une fonctionnalité. Non, je pourrais, il y a une option pour le faire. Est-ce que mon site permet du chat entre personnes, c'est-à-dire de correspondre? Est-ce que mon site permet un mode commentaire? Non, pas du tout. Ce n'est pas un site qui permet ces fonctionnalités-là. Mais ce n'est pas mon besoin. C'est un site corporate, c'est une vitrine. OK, je vais quand même juste vous donner en quelques mots les étapes tout à l'heure. Et là, c'est là qu'on voit que du coup, il y a eu différents types d'applications possibles dans nos codes qui existent. Les questionnaires, alors il y a Google Forms, on peut le citer, c'est du no-code quelque part, on n'est pas obligé de coder un questionnaire. D'ailleurs, moi, je me pose toujours la question de, mais bon sang, pourquoi les gens en sont encore à coder des questionnaires alors qu'il y a tellement de no-code qui sont pour les uns gratuits, pour les autres payants, mais très peu chers, qui permettent l'ensemble de l'analyse d'un questionnaire de façon très simple. Donc, il y a Google Forms, il y a Typeform, enfin, il y en a plusieurs. Les workflows, on l'a vu, les sites web et puis les applications natives. Donc, c'est vraiment ce qu'on met dans les stores. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du no-code, et on va en parler, c'est plutôt du web. C'est plutôt ce qu'on trouve en ligne sur Internet. Ça veut dire qu'on va avoir accès par son téléphone en passant par son navigateur. Et les web apps, on passe par le navigateur. On passe par Safari si on a un iPhone, par Chrome, par Firefox, peu importe. Sauf que la plupart des gens ont le réflexe d'aller chercher une application en allant sur les stores Android ou les stores Apple. Les stores Android, on peut
faire semblant de faire comme si on allait télécharger une application dans un store Android, parce que c'est Android, que la technologie web, c'est Android, et donc ils sont favorables au fait de mettre des applications qui sont du web dans les stores Android. Apple ne veut pas. Apple bloque dans les stores les sites web, puisqu'une application web est un site web en fait. Comme il les bloque, il faut trouver une astuce quand on a développé quelque chose en no-code pour que ça se transforme en une application qu'on peut aller mettre sur le store Apple. Vous savez évidemment que pour déposer une application sur un store, il faut payer, ce n'est pas gratuit. Donc, ils ont un cahier des charges qu'il faut remplir en termes de code. Ils nous demandent en général un langage de code particulier, etc. Et donc, ce qui est en train de se développer avec l'avènement du no-code, c'est un système qui va faire croire au logiciel Apple qu'en fait, c'est une application Apple. Et ça, c'est tout un système qui est en train de se développer, on va le voir. J'avance, si je peux. Voilà. Les avantages. Alors, juste, je reviens sur votre questionnaire. 42% d'entre vous ne le savent pas. Comment on fait un site web? Un site web, d'abord, on va aller voir en général ou pas un designer de site web, ou alors on va acheter un modèle de site web tout prêt qui va nous faire la mise en page. En fait, c'est un peu comme si c'est le plan de l'architecte, en fait. Voilà. Il va nous faire le plan de l'architecte avant de construire la maison. Puis on va aller voir normalement un codeur qui va nous construire la maison. Et puis, une fois que la maison est construite, c'est un peu comme si on imaginait qu'on construisait une maison qui n'est absolument pas, mais à aucun moment, posée sur le sol et absolument pas reliée à tous les réseaux électriques et à tous les réseaux d'eau. Pour faire ça, il faut aller mettre sa maison dans un village, et ce village, c'est l'hébergeur. L'hébergeur, il va permettre de stocker la donnée et de faire arriver la donnée. En gros, je schématise vachement. Mais il y a quand même ces 3 étapes-là, normalement, qui sont clés. L'avantage du no-code, évidemment, c'est que ces étapes-là n'existent pas ou peu. Alors, le no-code, au début, vous avez vu, c'est vraiment pas cher. Pour 20 € par mois, on peut avoir un site web sans problème et on peut le faire en 2 heures. On a tout d'un coup. C'est exactement ce que je vous disais. Ça veut dire que les no-code, la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux, hébergent en même temps. Ça veut dire qu'on n'a pas à se poser la question de est-ce que je vais le mettre chez OVS, AWS, comment je dois le faire et quelle quantité de données je dois aller. Il va falloir que je prenne un spécialiste de ce qu'on appelle le back, c'est-à-dire celui qui va aller voir comment on fait tous les raccords, etc. Ben, je n'ai pas besoin parce que c'est déjà fait. Donc, quand je vous ai montré le site web corporate qu'on a, nous, on appuie sur publier, c'est en ligne et on n'a pas à se poser la question de savoir si c'est hébergé ou pas, c'est hébergé. Maintenant, c'est un site corporate. La donnée pour nous n'a aucune importance, c'est une vitrine. On va en parler plus tard. Pas besoin de maintenance, puisque de toute façon, c'est hébergé. Donc, vous vous doutez bien que le logiciel a déjà tout pré-testé et que, évidemment, la maintenance est toujours d'actualité et que, du coup, on n'a jamais de bug. C'est l'avantage, puisque la technique a été déployée pour des centaines et des centaines et des centaines de sites. Donc, les bugs ont déjà été nettoyés. C'est super rapide à mettre en place. Je vous dis, en 2 heures, on peut faire un site web. Et je ne vous mens pas, hein, quand je vous dis en 2 heures, on peut faire un site web. En 2 heures, on peut faire un site web. C'est hyper agile. Alors, ça, dans la santé, c'est extrêmement important. On a perdu cette agilité-là. Enfin, moi, je viens du public, donc on ne l'a pas. On essaye de l'avoir. Dans les startups, on l'a. Et c'est ça que permet le no-code. Comment je crée un réseau social? Je regarde l'heure parce que j'ai peur d'être trop long. C'est bon. Comment je crée un réseau social pour, par exemple, animer, je dis n'importe quoi, tous les anesthésistes d'un secteur pour qu'ils puissent partager, discuter, etc. Comment je peux savoir si ce réseau social va marcher? Soit je dépense, ça peut aller jusqu'à 150 000 €, hein, 150 000 € pour créer une super plateforme, hyper design, avec énormément d'algorithmes qui permettent des remontées de ce qu'il faut, etc. Soit je me dis, je ne suis pas du tout sûre que mon réseau fonctionne, je vais créer un no-code, il sera fait en 1 mois au lieu de le coder en je ne sais combien de temps, presque 1 an, si je faisais un vrai logiciel, et je vais décider comme ça de voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, bah, je vais m'amuser à changer justement des fonctionnalités. Un exemple, j'ai oublié de mettre le chat dans mon réseau social. C'est quand même embêtant pour un réseau social. Je vais le mettre. Je vais voir si les gens y vont plus. Je vais enlever le chat de cette façon-là. Il est bleu, je vais le mettre en rouge. Peut-être que les gens iront plus. Et ça, c'est des itérations agiles qui permettent de comprendre comment améliorer son produit et faire en sorte
que le produit fonctionne. Eh ben, ça serait complètement absurde de passer 1 an et demi sur un produit qui n'a pas été testé, qui n'est pas testé dans l'usage. Le no-code permet de faire un produit très rapidement, même s'il est complexe. Là, on va faire un produit complexe. En 2 ou 3 mois, il sera sorti. Alors que si je l'avais dû le coder, j'en aurais eu pour 1 an et demi et je n'aurais pas été sûre que c'était valable. Et vous imaginez les coûts, hein, 1 an et demi, ce que ça représente en coûts. L'essai est souvent gratuit, donc en plus, ça ne coûte rien. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a de la connexion de services essentiels qu'on n'a pas quand on crée sa propre plateforme. La connexion de services, elle est déjà planifiée, elle est déjà, je dirais, codée. C'est-à-dire que, par exemple, si on décide de faire n'importe quoi, un site de vente de dispositifs médicaux, voilà. Pour vendre, il faut à un moment que quelqu'un mette sa carte bleue. On se doute bien qu'on ne va pas prendre la responsabilité de l'ensemble de la gestion des données financières d'une personne. Et en plus, on n'a absolument pas les compétences quand on est spécialisé dans les dispositifs médicaux pour la sécurité bancaire que représente le fait d'avoir un système de paiement. En plus, c'est réglementé, etc. Donc, en fait, on peut très bien dire, je veux coder. Je veux connecter ce service essentiel. Donc là, je vous ai cité Stripe, mais il y en a d'autres. Il y a MongoPay, enfin voilà. Je le plug directement. C'est déjà prévu en disant, là, je veux qu'à tel endroit, ce soit relié à MongoPay et que MongoPay ouvre une page en disant, rentrez votre carte bleue. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc, cette simplicité est vraiment absolument fantastique à partir du moment où on a compris la logique et l'arborescence de ce qu'on est en train de construire. Et alors là, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels de santé autour et de scientifiques. C'est exactement la méthode des réactions en chaîne qu'on a en biochimie ou en biologie. C'est exactement le même mode de fonctionnement. Pardon, je ne vais pas dans le bon sens. C'est hyper facile d'utilisation, ça, je ne reviens pas dessus. Et puis, alors, on est autonome et on n'a pas de dev. Alors, au bout d'un moment, on en aura besoin de toute façon. Mais quand on n'a pas de développeur et que c'est compliqué de trouver un développeur, qu'on ne sait pas forcément s'il est bon ou pas, qu'ils ont chacun leur langage privilégié, et attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'adore les développeurs, je travaille avec beaucoup d'entre eux, ce n'est pas du tout le sujet. Mais quand on veut juste démarrer quelque chose, on n'est pas obligé d'essayer de s'équiper comme si on allait faire une Ferrari, alors qu'on va commencer par tester une coccinelle qui va quand même faire le Paris-Lyon en voiture. C'est exactement le principe. Et on s'équipe d'une équipe de développeurs, de CTO, etc., dès qu'on est sûr que ce qu'on est en train de construire fonctionne. Les inconvénients du no-code, parce que là, je vous présente des avantages. Vous l'avez compris, je suis hyper fan du no-code. Il y a quand même des gros désavantages. On est complètement dépendant d'un logiciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est une startup qui a créé le logiciel de no-code si brillant et si exemplaire est-il, si la startup plante, on n'a plus de plateforme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si votre projet commence à avoir beaucoup de succès, eh ben, il va y avoir une absence de maîtrise des coûts parce qu'il va falloir des bandes passantes et de l'hébergement plus cher. Et on ne sait pas jusqu'à combien ça peut monter. Et donc, il y a un moment où on va se retrouver à devoir payer beaucoup d'argent pour héberger notre produit. Ensuite, on va y revenir, je vous en parle dans une slide plus loin, les données qui sont récupérées par ces systèmes. Ce n'est pas du tout anodin. Et là, alors là, vraiment, il y a une chose à faire quand on prend un logiciel no-code, mais que ce soit Typeform, que ce soit StrikingD, c'est-à-dire celui que je vous ai montré pour le site web, ou que ce soit quoi que ce soit. Il faut lire les conditions générales d'utilisation de la politique de confidentialité, qui est la plupart du temps en anglais, puisque ce sont des logiciels qui viennent beaucoup de l'international, pas tous. Et je vous invite vraiment à les lire, parce que bien évidemment, beaucoup d'entre eux revendent la donnée qui est inscrite dans la plateforme, dans l'app, dans la web app que vous êtes en train de créer. Et alors, il y a des limites en termes de fonctionnalité. Donc, si vous voulez l'option Bluetooth à votre voiture, eh ben, il y en a beaucoup qui ne vont pas la faire. Et que si dans votre système, dans ce que vous voulez mettre, cette option Bluetooth est indispensable, parce que plein de raisons, vous ne pourrez pas. Et puis alors, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas du tout. À moins que vous ayez un système qui est en même temps ce qu'on appelle du low code, c'est-à-dire un système de no code, mais où les développeurs peuvent se plugger et coder des choses, mais très peu. Et là, on retourne dans un système où, de toute façon, on garde cette dépendance complète au logiciel et en plus, on est obligé de prendre des développeurs. Mais ça fait gagner beaucoup de temps aux développeurs. La donnée. Alors, on a parlé de données de santé. Bah, évidemment que non, il ne faut pas mettre la donnée de santé sur des hébergeurs no-code, en tout cas pas maintenant, ou alors il faut un hébergeur qui est spécialisé données de santé.
J'ai pas eu le problème, donc j'ai pas été faire la recherche, mais je crois pas qu'il en existe. Donc voilà, c'est très évidemment que si on fait un partage entre professionnels de questions qui concernent les patients, ben, c'est pas le no-code qu'il faut prendre. En même temps, réfléchissons-y, beaucoup de groupes WhatsApp échangent des données plutôt confidentielles. Et là, on sait très bien que pour le coup, là, WhatsApp se donne à cœur joie de récupérer la donnée. Donc, il faut aussi voir, on diabolise beaucoup de choses, mais en fait, à l'usage, beaucoup de gens utilisent du WhatsApp, du Facebook ou autres réseaux sociaux qui, en fait, récupèrent nos données. Hein. Donc, voilà. Et ils se disent, oui, mes services est gratuit, et puis tant pis, cette donnée, pour moi, n'est pas importante. Très bien, fair enough. C'est normal, et c'est aussi c'est des services qui ne sont pas gratuits. C'est un coût colossal de faire un WhatsApp ou de faire un Facebook. Donc, effectivement, il y a un moment où il faut qu'ils puissent retourner sur leur investissement. Donc, on peut dire que tout est scandaleux, etc., si c'était caché, mais ce n'est pas caché. Donc, effectivement, leur business model, c'est la donnée. Après, au choix de chacun d'utiliser ou de ne pas utiliser ce service-là. Mais rien n'est gratuit. C'est offert ou même pas. C'est payant, en fait. Et la monnaie d'échange, c'est la donnée. Alors, là, on vous a mis deux exemples de deux extraits des conditions générales d'utilisation politique de confidentialité. Il y en a un, clairement, il revend la donnée, c'est celui du dessus. Et le deuxième, il ne le recontacte pas, sauf si les utilisateurs finaux, c'est-à-dire ceux pour lesquels on a fait la plateforme, les contactent. Et dans ces cas-là, évidemment, ils vont devoir rentrer leur nom, leur prénom, etc. Et donc, ils vont prendre des données personnelles. Et donc, cette notion-là, avant le choix, et nous, on a fait un choix de plateforme qui a été dicté par le fait que les données n'étaient pas revendues et qu'elles appartenaient bien à Femmes de Santé, et que Femmes de Santé, on n'est pas dans une démarche de revente de données non plus, mais au moins on est sûr que les femmes qui écrivent des choses sur la plateforme, c'est confidentiel pour elles. Dernier point. Ce que vous avez dans l'avènement du no-code, c'est pour ça que moi je trouve ça incroyable ce qui est en train de se faire, c'est que maintenant, un UX/UI designer qui va vous faire une maquette sur des logiciels de design. On peut citer Zeppelin, Figma, enfin peu importe. Donc, ils vous mettent tous les points, etc. On peut prendre ce logiciel et le transférer. C'est en version bêta, c'est-à-dire que c'est en test, et le transférer directement dans le logiciel de no-code et ça vous crée automatiquement votre plateforme. Je ne sais pas si vous voyez le gain de temps colossal. Ça veut dire qu'il n'y a même plus l'étape de copier ce qui a été mis en place. Le deuxième point, c'est que les wrappers, c'est-à-dire les encapsuleurs du web, vont faire en sorte que le web va aller dans les stores et va pouvoir faire en sorte qu'il y ait des applications, comme des applications en tout cas, dans les stores Apple. Et puis, on avait beaucoup dit que les progressive web apps, on va dire que les progressive web apps, en gros, c'est comme une app, mais on la trouve en ligne. Et donc, ça a toutes les fonctionnalités quasiment d'une application qu'on trouve dans les stores Android et dans les stores Apple. On a dit que c'était l'avenir du web. Ouais, enfin moi je pense que, et on est d'accord avec Émilie qui a beaucoup fait la recherche et qui est notre geek no-code dans l'équipe et qui est une grande fan. On pense que vraiment ça va être tout ce système de no-code qui va être l'avenir vraiment, vraiment du web. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous aura été utile. Et ça n'est que le témoignage d'une start-upeuse qui a fait un choix. Merci beaucoup, Alice. Alors, on a eu quelques questions, mais qui tournaient finalement presque toujours autour de la même thématique, comme quoi les inquiétudes sont assez répandues et qui étaient justement par rapport à la donnée. On a par exemple Cédric qui nous dit « La majorité des services du no-code sont américains. Quel risque en santé par rapport aux données qui vont y être hébergées ?» Exemple, Airtable ou Glide Apps. Oui. Alors, moi, je ne mettrai pas les données dedans, donc je ne prendrai pas Airtable. Voilà. Mais je viens de là, enfin, j'ai travaillé sur les urgences sanitaires majeures et je viens de la Commission européenne, donc le RGPD, on peut dire que j'ai été biberonnée à ça. Je suis très prudente là-dessus. Donc, quand on fait un choix de no-code, il faut que ce soit un choix de no-code où les données confidentielles, il n'y en a pas. Voilà. Je pense que celui qui fait un no-code génial et qui fait en même temps une option hébergement données de santé gagne le gros lot. Mais il faut que ce soit vraiment bien verrouillé et que tout le système sécurité de l'utilisation du logiciel et de l'hébergement soit bien verrouillé. Pour l'instant, moi, j'en connais pas. Mais voilà. D'accord. Non, j'irai pas, moi. Oui, parce que justement, est-ce que aujourd'hui, il y a des logiciels recommandés ou à éviter quand on veut débuter avec le no-code? Alors, ça dépend. Si on ne s'inquiète pas de la donnée, si on veut faire un site web, alors je tiens à dire, je paye mes logiciels
je ne fais pas leur pub et je ne suis payée par personne. Donc, voilà. Moi, j'ai fait des choix. Alors, on parle beaucoup il y a Wix, il y a WordPress pour faire des sites web. Moi, j'ai toujours trouvé ça hyper compliqué. Enfin, pas hyper compliqué. Je n'avais pas le temps de me mettre dedans. Et beaucoup de personnes dans la startup utilisent Strikingly, donc Strikingly, parce que c'est la photo que je vous ai montrée. C'est tellement simple à utiliser, mais par contre, en bande passante, on est limité, on n'a pas toutes les options. Quand on ne comprend rien, ce que j'aime bien, c'est qu'on leur envoie un mail, ils nous répondent dans la seconde et donc on a de l'aide. Si on ne peut pas faire quelque chose, ils vont même nous le coder pour nous si on ne peut pas le faire. Donc, il y a un service après-vente qui est très bien. C'est pas cher. Mais ça ne peut pas tout faire et parfois les sites se ressemblent tous un peu les uns les autres, c'est le revers de la médaille et c'est un choix. Nous, pour faire une plateforme, on fait un vrai réseau social, là. On le teste pour femmes de santé et on va en coder, hein. Mais avant de le coder, on fait toute l'ergonomie, on le teste, on construit avec les femmes de santé et on a pris un environnement où on sait que les données de santé ne seront pas revendues. Il y a aussi, il faut savoir, des accords avec l'Europe et les US et des sociétés qui s'engagent au niveau du RGPD à respecter les principes européens du RGPD. Nous, on a fait le choix de prendre Bubble, qui est le plus complexe. Donc, il a quand même fallu à Émilie plus de 3 semaines pour comprendre le logiciel. Et Émilie, on va le faire court, et Very HPI et Very Geek. Donc, pour que Émilie prenne 3 semaines, ça veut dire que c'est, à mon avis, pour des personnes qui ne sont pas comme sa structure de pensée, plus long. Mais par contre, c'est fantastique, on fait ce qu'on veut. Mais on ne peut pas en faire une application, donc il faut trouver un système d'encapsulage pour pouvoir le mettre dans les stores. Mais on peut plugger des choses où on a des alertes et des notifications, on peut mettre un système bancaire, on peut absolument tout faire. Et c'est du no-code. Et on ne sait pas coder. Très bien. Pour les apps, Good Barber fait des apps super simples, mais peu de fonctionnalités. Mais alors, c'est d'une simplicité à utiliser remarquable. Voilà, il y a quelques points, mais il y en a plein d'autres qui sont très bons, hein, vraiment. Nous, on a fait ce choix-là parce qu'on avait peur de la donner. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Alice pour cet éclairage. On a appris plein de choses. Et puis, on te souhaite bonne continuation. On remercie à tous les participants d'être venus sur cette dernière Indivox Academy de la saison. De notre côté, on vous prépare la rentrée avec un nouveau format et de nouveaux sujets et on espère vous voir nombreux. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous. Au revoir. Au revoir.